c'est Estelle, aujourd'hui je vous retrouve pour faire les traductions de la rentrée 2024. Une autre vidéo traduction, ça faisait longtemps et surtout entre août et septembre, j'ai trouvé qu'il y avait des tas de trucs très intéressants qui sortaient. Certains sont mes livres préférés, du coup je suis trop contente qu'ils puissent enfin vous être proposés en français. Dans ce type de vidéo traduction, je vous dis tout ce que vous avez besoin de savoir à propos du livre, pour quel public c'est, à quoi vous attendre en termes d'intrigue, les tropes, enfin bref, je vous fais un espèce de topo et surtout je vous hype pour la sortie en français. On va commencer par ce qui s'est passé en août, donc c'est déjà derrière vous. Mais si jamais vous n'avez pas regardé ces livres, c'est le moment d'aller. Premièrement, BMR a sorti le 7 août You With A View de Jessica Joyce. J'allais voir et en gros ils l'ont sorti en format e-book et en format poche, donc il n'y a pas de brochet. Et celui-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un livre que j'ai lu l'année dernière, que j'avais pour le coup pas énormément apprécié, mais le deuxième livre de l'autrice cette année a fait un énorme carton de X-Files. Du coup je peux comprendre qu'ils se sont dit ok, on va traduire toute la saga à commencer par ce tome 1. On est sur une situation de road trip avec une romance second chance entre un gars et une fille qui se détestent. Ils étaient rivaux quand ils étaient au lycée, depuis ils se sont plus trop parlé et ils se retrouvent à devoir accompagner le grand-père du gars. En soi cette romance elle est plutôt cool. Le principe du road trip, si justement c'est votre trip, et ben let's go. Les points qui ont été un petit peu compliqués pour moi, c'est que j'ai pas trop apprécié la façon dont la relation s'est construite entre les deux. On avait ces histoires de rivalité, mais au final elle s'appelait sur pas grand chose parce qu'on n'avait pas de flashback de quand ils étaient au lycée. De plus, le fait qu'il y ait le grand-père en plein milieu, ça a bloqué certaines interactions. Et une fois qu'ils sont rentrés du road trip, alors que je pensais qu'ils allaient se mettre ensemble, être tout choupinou, il y a eu une crise des 80% absolument abominable. Donc je voulais vous mettre en garde. Celui-là va peut-être pas être à la hauteur de vos espérances, but notez quand même le nom de l'autrice parce que le deuxième des X-Files est pour le coup bien mieux. Et j'ai oublié de préciser qu'ils font un petit accord de sex friends durant le road trip. Le 14 août va sortir une romance qui a été sous-estimée je trouve par pas mal de gens et que personne n'a lu et il y a eu aucune pub, on n'en a pas entendu parler. Il a été dans les Goodreads Choice Awards l'année dernière en romance, donc je pense que c'est pour ça que ça a motivé sa traduction, parce que à part ça il a pas vraiment percé, alors que je trouve qu'il était quand même très intéressant, surtout dans le genre de la romance où il a brisé pas mal de codes. On suit l'histoire de Harry et Josh qui ne vont pas arrêter de se recroiser. Ils se croisent 3 fois d'affilée tous les 3 ans. À chaque fois ils sont à des points très différents de leur vie, de leur carrière, de leur relation amoureuse. Systématiquement ils ont une discussion tous les deux et ça va devenir un petit peu une blague. Ils sont opposés en termes de construction de vie. Harry, elle est certaine que le véritable amour n'existe pas, donc elle enchaîne entre guillemets les coups d'un soir et les relations pas sérieuses parce qu'elle a peur d'être vulnérable envers les gens, tandis que Josh lui au contraire est persuadé que on a tous une âme sœur et qu'on est tous faits pour vivre avec quelqu'un beaucoup plus romantique, et il a une fiancée depuis des années, sauf que les choses décollent pas trop. Tous les deux vont se retrouver à vivre une expérience qui va complètement déconstruire cette vision là et ils vont être tous les deux au bout de leur vie. Harry va tomber dans une relation sérieuse alors qu'elle pensait qu'elle en aurait jamais, elle va tomber amoureuse pour qu'au final la meuf lui brise le cœur, tandis que Josh, sa fiancée, lui dit qu'en fait elle veut plus être avec lui et pareil, elle le largue et Josh se retrouve avec plus rien, plus personne et surtout cette vision de l'amour complètement brisée. Et à partir de là, on change complètement de rythme, on n'est plus sûr on se croise tous les 3 ans, on est sûr on se reconstruit tous les deux une nouvelle version de l'amour. Et franchement, je trouve que c'est hyper ingénieux d'avoir ces deux visions là de personnages opposés et de les confronter. C'est très mature, très élégant. Il y a quelques scènes spicy sur la fin qui sont plutôt spicy, donc ne vous laissez pas attendrir par la couverture. Et juste cette construction extrêmement originale de romance, moi ça m'a convaincue. Après il est resté que autour de 3,54 étoiles parce que ça a pas déclenché quelque chose en moi, mais j'ai apprécié le changement, le côté psychologique de nos deux personnages et le fait qu'on les suive alors qu'ils se reconstruisent ensemble. Les Américaines avaient décrit ce livre comme la romance que les lectrices qui n'aiment pas la romance vont aimer. Alors moi j'aime pas trop cette appellation, c'est un petit peu, les gens ils disaient ça de Beach Read, en mode c'est le livre parfait de romance pour celles qui n'aiment pas la romance. C'est une romance, donc si tu aimes ce livre, tu aimes la romance, assume. Le 15 août on va parler Romantasy A Dawn of Onyx sort. Celui-là je pense que pour le coup j'ai pas besoin de vous le hyper, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré, ça a été the big sortie romantasy de l'année, que j'ai lu d'ailleurs pour cette vidéo. Il y a des côtés très positifs et des côtés un petit peu redondants. Ce livre ça a été plutôt un 3 étoiles pour moi, il a pas révolutionné la romantasy mais il a fait quelque chose d'extrêmement appréciable, dynamique, dans les codes de romantasy. Ensuite l'histoire de Arwen qui a un super pouvoir, elle peut soigner les gens, elle est enlevée par le roi maléfique de ce royaume maléfique. Au début elle pense que c'est un petit peu pour faire payer son frère et sa famille qui se battent dans l'armée contre ce roi, sauf que non, le roi il a l'air d'être complètement obsessed par elle et il va la faire soigner des
gens. Donc elle se dit bah du coup je suis obligée de soigner des gens parce que si je fais pas ça il va me tuer. Et au fur et à mesure une relation un peu plus intime va se nouer entre eux et on va les suivre alors qu'ils retournent un petit peu toute cette guerre, les intrigues politiques derrière, etc. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvé un petit peu bof. Déjà le mec c'est un faé qui a 500 ans, qui a déjà tué plein de gens, c'est le mec hyper dark et en fait c'est un petit chou à la crème, trop mignon, trop gentil. Littéralement la meuf elle se permet tout et n'importe quoi avec lui parce qu'elle sait qu'en fait il ne lui fera jamais rien et qu'il a un peu un soft spot pour elle. Et en effet il ne fait jamais rien, genre même quand la meuf l'insulte, le frappe et frappe tout le monde, il est en mode personne ne la touche, c'est ma protégée. Et en vrai je comprends, je suis faible pour ça aussi, mais j'aimerais bien qu'on arrive à dépasser un petit peu ce truc pour ok garder le soft spot qui nous fait tous fondre, mais tout en gardant la crédibilité de ce mec qui est censé être un faille de 500 ans. Leur relation était grave mimi, genre ils se parlaient comme s'ils étaient grave potes et tout, enfin en termes de dialogue j'ai trouvé que c'était très entraînant et moi c'est vraiment ça qui m'a tenu de A à Z, c'est leur relation. Et le mec était in love, genre moi j'apprécie les mecs in love. Elle lui a demandé si jamais il pouvait ne pas tuer sa famille même s'il se battait dans la guerre contre eux, il a dit ok, il lui a demandé plein de trucs, il lui a dit ok. Le mec se transforme en dragon aussi, hein, voilà. Donc si vous aimez tous les trucs avec une magie un petit peu cachée, la meuf qui est un petit peu l'élu, des histoires aussi de failles, de guerre, d'intrigues politiques, celui-là fait un bon mélange de ça et en termes de romance il n'est pas si explicite que ça. Il y a une scène de bisous et une scène intime, ils se teasent de A à Z tout le temps, ils font que de s'envoyer des petites punchlines là. C'est sympa à lire, ça vous fait fangirler 2 minutes et il y a un tome 2 et un tome 3 il me semble. Enfin un livre que j'ai en papier, Tilly in Technicolor de Maisie Eddings. Il est sorti le 21 août et celui-là je ne pensais jamais le voir un jour en français et je suis trop contente. On est sur une romance young adulte avec deux choupinous neurodivergents. Maisie Eddings elle est elle-même dans le spectre, du coup elle fait toujours des représentations on voices, ce qui est très agréable. Tilly elle est un petit peu considérée comme l'instable, la ratée de la famille, elle est TDAH et du coup ses parents la respectent pas du tout et il envoie faire un stage avec sa sœur dans un truc de photographie en espérant que ça pourra lui apprendre la rigueur. Pas très gentil. Sa sœur elle la prend sous son aile et elle organise tout un truc de photo avec un photographe qui est hyper réputé comme étant super fort. Et ce gars là c'est Oliver, c'est le mec à côté duquel elle a été assise durant tout le vol pour aller chez sa sœur et en fait ça a été un fiasco pas possible parce que elle a fait que bouger, elle lui a renversé des trucs dessus donc ça a été vraiment la première rencontre horrible. Et Oliver en plus lui il est autiste donc je t'explique pas la patience qu'il a fallu avoir quand t'as cette meuf à côté de toi. Et deuxième rencontre dans le bureau de sa sœur, ils vont donc travailler ensemble. Pourquoi la théorie des couleurs? C'est parce qu'en fait Oliver un de ses intérêts spécifiques c'est les couleurs et il peut te dire genre toutes les couleurs autour de toi là c'est quoi genre le numéro sur les pantones et tout. C'était tellement doux, tellement bienveillant, tellement mimi, le YA par excellence, les deux personnages étaient hyper attachants, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils interagissaient ensemble, c'était pas caricaturé ni rien, au contraire. Et surtout on a eu en fait justice pour les personnages. Tilly elle a fini par confronter ses parents pour leur dire respectez-moi les gars. Oliver il a réussi aussi à se livrer à Tilly. Et petit point que je trouve n'est pas négligeable, ils vont en vacances dans le sud de la France et guess what, ils vont chez moi, ils vont littéralement dans ma ville à La Ciotat. J'ai envoyé un message à l'autrice parce qu'elle précisait pas la ville, rien que pour le fait qu'ils vont dans ma ville. Vous devez lire ce livre, il est très court, il est très mimi, ça se lit tout seul. Je pensais pas du tout qu'il serait traduit parce qu'il a pas vraiment percé aux États-Unis parce que c'est du young adulte, mais Maisie Eddings peut-être que vous la connaissez, elle commence à se faire un petit nom en romance. Donc là je le dis haut et fort, vous traduisez celui-là de young adulte. Où sont les romances new adultes de Maisie Eddings en français? On les veut. Le prochain, j'ai sauté au plafond quand j'ai vu ça. C'est pas du tout comment il va être accueilli par la société parce qu'il est tellement vieux que je me demande en fait si ça va pas complètement flopper Wicked de Jennifer Armentrout. Je vais mettre les choses au clair. Non, ça fait pas partie de From Blonde and Ash ou je sais pas quoi là, ça on oublie. Jenny s'il te plaît, pourquoi tu t'es lancée là-dedans à l'aide? T'étais tellement mieux quand tu faisais là ton paranormal et ton science-fiction. Donc ça date de 2014 les gars, ok? À l'époque où Jennifer Armentrout elle faisait des romances beat lit urban fantasy qui étaient 30 fois 1000 mieux et que moi je l'ai adoré grâce à ça. Et cette saga c'est la dernière qui n'a pas été traduite. On a eu les Lux, on a eu Sentinelle. Ensuite l'histoire de Ivy qui fait partie de ce groupe des gens qui combattent les failles. Il y a toute une société secrète et tous les soirs ils sont là avec leurs arbalètes et ils vont chasser les failles. Les failles sont pas beaux, c'est pas du tout le genre de truc
trucs super classe, sexy, hashtag Grisend. Pas du tout, c'est des trucs moches. Infai a notamment tué son petit copain il y a quelques années et du coup elle est vraiment trauma. Un soir, elle se retrouve à être extrêmement blessée par une créature qu'elle ne connaît pas. Putain, mais il faut absolument que je prévienne ma société. Le truc c'est que personne ne la croit, sauf quelques personnes, notamment Ren, un des chasseurs très élevés dans la société, et ils vont être associés tous les deux pour retrouver cette créature maléfique. Clairement, j'avais adoré à l'époque, je vous le dis, mais j'ai plus trop de souvenirs précis, sauf du giga gros plot twist de la fin qui est plutôt cool. Ce que j'avais aimé, c'est que c'était beaucoup plus mature, on avait des personnages qui étaient plus vieux, et du coup on avait de la vraie romance new adulte, donc là-dedans il y a un petit peu de smut, tous les deux ils se tournent autour. Ivy elle est un peu vexée qu'elle peut pas faire la mission toute seule et qu'on lui attribue ce mec là, qu'il croit trop que c'est lui le plus fort et tout, du coup ils vont pas mal se chamailler, et surtout le côté urban fantasy qu'on aime tous, c'est la nostalgie, ça nous fait penser aux vieilles sagas d'avant. Le 28 août, on va retomber dans les romances, et je dois vous parler de mes dernières sagas préférées de romance adulte, Before I Let Go de Kennedy Ryan. Mini coup de gueule de 30 secondes, non nécessaire, il y a une couverture provisoire qui ressemble à ça, et je vous jure que si jamais ils ne font pas ça comme couverture mais en français, je pète un câble. On est dans une ville aux États-Unis un peu genre Desperate Housewife, et chaque tome va suivre la vie amoureuse d'une maman. Et déjà, sachez que on est chez des adultes, les personnages principaux ont 40 ans. Franchement, si jamais vous en avez marre des romances contemporaines avec des personnages super jeunes qui sont immatures, ça va vous changer la vie, ils ont des gosses. Dans celui-là, on va suivre l'histoire de Yasmin qui, il y a quelques années, a divorcé de son mari Josiah alors que c'était vraiment le couple goal. La raison, c'est qu'ils ont perdu un bébé alors qu'elle était encore enceinte, le même mois que Josiah a perdu sa maman adoptive qui était sa tante, et ça faisait juste trop en termes de deuil, en termes de dépression. Yasmin, elle a pas réussi en fait à tenir et elle est tombée mais très bas, et ça a fait beaucoup d'accrochages entre tous les deux, surtout par rapport à leurs enfants, et du coup ils ont divorcé. Le truc c'est que quelques années plus tard, alors que Yasmin retrouve un petit peu la joie de vivre et elle s'en sort, elle se demande si elle a pas fait une erreur parce que elle est toujours amoureuse de lui, et Josiah aussi. On a un double point de vue, c'est donc un second chance avec des gens qui se sont divorcés. On a aussi pas mal de deuil là-dedans, donc trigger warning, et c'était tellement beau les amis, tellement bien écrit, mais juste quoi, élégant. Ces gens-là ils sont adultes, matures, respectueux, responsables, ils se parlent avec tellement de gentillesse tout en étant parfois aussi sous la colère. En termes de romance, il est pas mal spicy aussi, et les scènes sont d'autant plus incroyables. Comme ils ont des enfants, il y a aussi l'arc, la relation qu'ils ont avec les enfants, et franchement c'est un truc que je ne savais pas qui allait me détruire. Les enfants dans les romances, et à quel point ça impacte en fait ton couple. Let's go avec celui-là, vous ne serez pas déçus, la plume est sensationnelle, l'autrice sait de quoi elle parle, elle fait un travail sensationnel, bref je suis tombée littéralement amoureuse d'elle et je suis trop contente que ce premier tome soit traduit. Nous arrivons au 4 septembre les amis, et le 4 septembre sort de manière complètement chill vos livres préférés de l'année dernière. Ne pas faire gueuler trop longtemps, vous savez sûrement qu'il s'agit du tome 2 de Darkrai de C.S. Pacat, la nouvelle saga de cette impératrice. On va continuer de suivre les aventures de Will et James, nos deux jeunes réincarnations de créatures mythiques à Londres dans les années 1850. Du fantastique, fantasy, inspiré des musées. L'autrice s'est baladée dans le Louvre à Paris et elle s'est dit ce serait pas drôle que tous les artefacts et toutes ces anciennes civilisations aient en fait été détruites par un grand méchant qui menacerait de refaire surface de nos jours. Si jamais vous vous êtes pas déjà laissé tenter, sachez que ça n'a rien à voir avec Captive Prince. Les gens peuvent un petit peu avoir peur parce que Captive Prince c'est un petit peu inquiétant, mais ça c'est young adult les amis, il n'y a pas autant de trigger warning, on est beaucoup plus dans le world building, la magie, les enquêtes, les plot twists, les personnages qui sont pas vraiment qui ils pensent être, etc. En termes de romance, on est encore une fois sur quelque chose de MM, mais c'est très long à se mettre en place, l'accent n'est pas sur la romance, c'est beaucoup plus sur ce monde. Et C.S. Pacat, c'est juste mon autrice préférée de tous les temps que je ne cesse de vous recommander. Sa plume est la meilleure que j'ai lue de toute ma vie, jamais je n'ai été autant investie, impactée, envoûtée par une histoire que quand c'est elle qui l'écrit. Les personnages sont si bons, enfin le truc le plus abouti que j'avais lu de ma vie, et j'attends le tome 3 avec tellement d'impatience les amis, vous imaginez même pas. Attendez-vous à pas mal de plot twists avec celui-là et attendez-vous à être complètement au bout de votre vie à la fin. Juste donnez-lui de l'amour parce qu'il le mérite, ça fait 10 ans qu'elle l'écrit, donc elle mérite que vous le lisiez. Le 18 septembre, un énorme monstre de l'année dernière va se faire traduire, et là je pense que pareil, j'ai pas besoin
besoin de vous hyper. Bride de Ali Hazelwood. Vous l'avez attendu un an hein, celui-là. Ali, elle s'est dit vas-y, je domine la romance new adulte contemporaine. Je vais faire un paranormal. On est sur un bail de loup-garou et de vampire. Merci beaucoup, ça faisait des années que j'attendais ce comeback. Ensuite, l'histoire de Misery qui est l'héritière entre guillemets du royaume des vampires. Et Law, c'est le prochain grand alpha. Pour apaiser les tensions, ils font souvent des mariages. Et ça tombe sur ces deux-là. Donc mariage arrangé, oui. Misery, elle est en mission. Elle est certaine que sa meilleure amie a été kidnappée ou tuée par un des loups-garous et notamment peut-être cet alpha Law. Ok, je fais plaisir à mon père en allant le marier, mais en même temps, je vais mener l'enquête et prouver que c'est bien lui. Law, lui, il a pas du tout envie. Alors qu'elle va arriver chez lui, il va la sniffer une fois. Et attention les amis, on part sur une histoire de mate. Donc si jamais vous avez adoré toutes ces histoires de loups-garous très possessifs et vampires très très froids, let's go! La romance c'est c'est bien spicy. Ça a été l'un des livres les plus populaires l'année dernière. Tout le monde va lire, c'est sûr et certain. Je vous mets juste en garde que il révolutionne pas grand chose. C'est très tropy, mais c'est du Ali Hazelwood. C'est très bien fait, c'est très entraînant, c'est addictif. Le seul petit bémol pour moi a été la petite crisette de la fin. Notre Law, il a fait un coup que j'aime pas du tout. Et le 3 octobre, on a un livre. Ashley Poston. Pareil, je pense que vous avez dû le voir passer puisque ce livre-là a fait le tour du monde cette année. The 7 Year Sleep. Personnellement, je suis beaucoup plus fan de sa grande sœur, The Dead Romantics. Donc c'est bien gentil de t'avoir mis celui-là, mais j'oublie pas The Dead Romantics d'abord, ok? Ashley Poston, c'est une autrice que j'ai découverte l'année dernière avec The Dead Romantics et qui fait partie de mes autrices préférées de tous les temps grâce à The Dead Romantics. Celui-là, c'était pas le coup de cœur, mais c'était quand même un très très bon 4 étoiles. Voici l'histoire de Clémentine qui est passionnée par les voyages. Le truc, c'est que sa tante, qui était vraiment son modèle dans la vie et qui l'emmenait partout autour du globe, est morte et l'a laissée avec un énorme vide. Avant, elle était passionnée de plein de choses. La seule chose que lui a laissé sa tante, c'est la clé de son appartement à New York et du coup, elle y va. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet appartement est magique. Lorsque tu en as besoin, il te ramène 7 ans en arrière. Elle se réveille donc un beau matin et il y a un jeune homme qui fait une tarte au citron meringuée dans son appart et elle a peur, elle croit que c'est un voleur. Mais pas du tout, c'est juste qu'elle est dans son appartement 7 ans en arrière. Et à partir de là va naître une romance entre tous les deux avec 7 ans d'écart puisque dès qu'elle met un pied hors de l'appartement, elle est de nouveau dans sa timeline à elle, mais quand elle re-rentre, elle est 7 ans en arrière. Ashley, elle écrit donc du magical realism, c'est ce principe de c'est du contemporain avec un petit élément de magie comme ça, de paranormal qu'on n'explique pas forcément et qui rajoute à l'histoire tellement de poésie et de symbolisme. Et là-dedans, c'était tout ce truc de finir de faire son deuil, aller de l'avant et confronter plusieurs versions de toi-même, puisque quand elle rencontre du coup ce pâtissier, il est pas encore connu, il fait quelques recettes mais il a pas encore bien confiance en lui. Quand elle sort de l'appartement, elle se dit mais il faut que je le retrouve. Il s'est transformé en ce chef étoilé extrêmement froid, extrêmement renfermé, qui n'est plus du tout passionné par la pâtisserie. Et elle va se mettre en tête de changer ça. Le pitch est déjà très sympa et en plus à rajouter une plume mais tellement belle, tellement poétique, tellement lyrique. Il y a toujours plein de métaphores dans ces livres. Là, c'est tout autour du orange, du citron, de la tarte au citron. Il y a beaucoup de goût, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs. Et j'aime bien appeler les livres d'Ashley des petits univers. En fait, quand tu t'y plonges, tu es mais complètement dedans. Le monde extérieur n'existe plus et tu es plongé dans cette bulle-là. Et quand t'en sors, t'as un peu l'impression d'avoir quitté la planète Terre le temps de ta lecture. La romance entre tous les deux était extrêmement belle. Lui capte qu'il y a un truc bizarre avec cette meuf, mais en même temps il sait pas trop ce qui se passe et la prochaine fois qu'il la voit c'est 7 ans après. Donc moi cet aspect là de voyage dans le temps, je vous avoue que c'est vraiment ce qui m'a charmé, mais ça a été le livre préféré de tas de gens cette année et je comprends pourquoi. La manière dont il traitait le deuil, la manière dont il traitait la passion, la manière dont il parlait aussi d'amour, de cuisine, bref il y a tellement de choses à aimer. Lisez-le, c'est pas forcément hyper smutty. Le 3 octobre il va le sortir. Deux choses les amis. Premièrement, une dark romance qui a complètement détruit internet ces 2 dernières années, de Predator de Runix. Vous la connaissez peut-être, elle est extrêmement populaire pour cette saga de mafia, romance. J'ai lu les 2 premiers tomes. C'est typiquement le genre de romance mafia que j'aime et que je veux voir lire. On a des personnages qui sont extrêmement sombres, qui sont dans le monde de la mafia, donc forcément ça deal, ça fait des trucs un peu cling cling pam pam, etc. Il n'y a pas de trucs chelous là, de relations hyper malsaines avec les meufs et tout. Certes, il y a des histoires un peu sombres, des mariages arrangés ou alors des enemies to lovers, mais ils sont pas dégueux en fait avec les meufs et ça c'est très bien, notamment Tristan et Morana. Je pense que c'est un des ships les plus shippés de la planète. Morana en fait elle est informaticienne, notamment hackeuse, et Tristan va un petit peu l'engager pour qu'elle trafique des trucs pour savoir qui c'est qui met en danger leur clan. Ils vont donc travailler ensemble et c'est hyper fun tous les deux, ils ont vachement de bonnes punchlines, ils se chamaillent pas mal tout en ayant
ayant une bonne attirance l'un envers l'autre. Et c'est juste fun. Moi c'est ce genre de dark romance que j'adore lire. Les personnages sont bien exécutés, il y a une vraie relation de romance qui est pas basée sur un traitement complètement abject de la femme. Et on a de la bonne adrénaline, on a le stress, la meuf elle se fait kidnapper, elle est en danger, lui il vient, il défonce tout le monde, etc. Les personnages ils sont bien traumatisés comme on veut, donc ils sont tout fragiles là, oh là là. Je pense pas que je suis celle qui l'ait le plus apprécié à sa juste valeur. Chaque tome suit un couple, sauf les deux premiers où on suit le même couple, mais à chaque fois on passe à un mec différent de ce groupe de mafia. Et je vous le recommande si jamais vous aimez la dark romance, et je vous le recommande aussi si jamais vous voulez débuter dans la dark romance mafia, mais vous savez pas trop vers quoi vous diriger, vous voulez un truc qui soit bien quoi, qui soit carré. Après vérifiez comme d'habitude les trigger warnings, que ce soit pour la violence, les traumas. C'est cool qu'on ait quelque chose comme ça qui va être présenté au monde en dark romance et qui j'espère va prendre le dessus sur d'autres dark romances qui représentent moins bien leur genre. Et le deuxième truc un peu sanglant, le 3 octobre, c'est Diary of Blood de S.T. Gibson qui va être traduit par Sabran. C'est un retelling de Dracula et pas n'importe qui, la femme de Dracula. Ce livre est unique en son genre. J'ai lu il y a 2 ans et franchement il m'a bluffé par son originalité, la créativité qui a été mise là-dedans. Déjà Dracula, c'est pas tous les jours qu'on lit un remake de Dracula, mais en plus la femme de Dracula, c'est une histoire à la deuxième personne. Je peux compter sur ma main le nombre de livres à la deuxième personne que j'ai lu. C'est tellement plus fort et plus poignant quand on s'adresse pas à un lecteur mais on s'adresse à quelqu'un. Tu m'as fait ça, tu m'as rendu comme ça, c'est à cause de toi, j'avais confiance en toi. Et là elle s'adresse à Dracula. Elle a été mariée à ce mec, elle a été transformée en vampire, elle a été condamnée à vivre une éternité à ses côtés. Sauf que au bout d'un moment, lui il se lasse et il commence un petit peu à s'intéresser à une autre meuf et elle se rend compte qu'elle a juste sacrifié son éternité. C'est une espèce de fantaisie un peu sombre et angoissante où on a ce personnage qui est extrêmement bien décrit et surtout en fait elle te raconte cette sensation d'être emprisonnée et ce truc où au début elle l'aimait, au début elle voulait tout faire pour lui, mais au fur et à mesure elle se rend compte que quand t'es immortel, non tu peux pas rester comme ça. Et notamment il va avoir tout ce truc avec cette meuf qui est au milieu, elle va être un petit peu attirée par elle, ça vous emporte et ça donne des belles idées si on veut écrire à notre tour quelque chose d'un petit peu étrange comme ça. À garder peut-être plus pour Halloween et tout. Le 17 octobre sort une fantaisie, une de mes préf de cet été, dont je vous ai déjà parlé en update lecture, Crimson Moth de Christine Circacelli. Alors ça c'est vraiment Serpent and Dove 2.0. On est dans un bail de sorcière avec un chasseur de sorcières. Le chasseur ne sait pas que c'est une sorcière bien évidemment et il va lui faire la cour pour se marier avec elle et elle va fermer sa petite bouche et faire en sorte de bien lui faire croire que c'est pas elle la sorcière. C'est aussi un petit peu une justicière qui sort les sorcières de prison, donc elle est extrêmement recherchée. C'est une meuf extrêmement forte, extrêmement intelligente qui est une de mes personnages principaux préférés de cette année. Les personnages sont hyper intéressants, très très bien construits et surtout toute cette intrigue avec les sorcières a un vrai sens et tu captes pourquoi tous les deux il y a une haine entre eux mais en même temps ils s'aiment un petit peu bien. Il y a un tome 2 qui va sortir l'année prochaine. C'est addictif, la plume est hyper fluide, ça se lit tout seul. C'est new adulte mais en termes de romance c'est pas forcément hyper explicite que ça. C'est super fun hein, amour interdit. Il y a une scène de reveal très sympa où le mec il va apprendre qu'en fait c'est elle la sorcière et du coup ça va être non mais qu'est-ce que j'ai fait, je suis in love de elle mais je suis censée la détester. Et enfin le 31 octobre nous avons un autre petit retelling d'une dame, Lady Macbeth de Ava Reid. Ava Reid c'est celle qui écrit A Story in Drowning. Elle commence à percer de ouf et tant mieux parce que c'est une autrice sensationnelle avec une plume époustouflante. Je l'ai pas encore fini donc je pourrais pas vous dire mon avis final mais si jamais vous avez jamais lu de Shakespeare et bien peut-être tant mieux pour vous parce que le principal défaut que ce livre a selon les gens c'est que il dévie énormément de la pièce de base de Macbeth. Du coup les gens s'attendaient à Lady Macbeth, elle va être donc mariée à Macbeth et elle va le convaincre qu'il faut à tout prix qu'il tue le roi afin de prendre sa place. Lui il est complètement in love de elle, il est complètement envoûté et du coup il va tuer le roi. Le truc c'est qu'il va finir par avoir des pensées un petit peu sombres, il va devenir un petit peu fou et être un petit peu parano et il va tuer aussi un peu tout le monde à la cour autour de lui. Et tout ça serait potentiellement à cause du coup de l'emprise de cette femme Lady Macbeth. En effet elle est présentée comme étant une sorcière qui a été condamnée à avoir ce don, elle est considérée comme étant une végète internationale et dans le livre c'est un petit peu l'inverse. Quand le roi il va se rendre compte que elle a de la magie, c'est lui qui va la forcer, la manipuler pour qu'elle fasse certaines choses. Donc je vous avoue que c'est très bizarre, toujours dans le style de Ava, ça te met dans ce truc assez lugubre dans la tête de cette meuf. C'est pas trop en fait où mettre la limite en tout faire pour survivre mais en même temps tuer des gens. Du coup à tenter, à voir parce que c'est pas exactement l'histoire en tant que telle, c'est la version de Ava Reid. Elle prend vraiment mais tout le truc, elle se le réapproprie. Ava c'est une autrice émergente, tout le monde raffole de ses livres donc je pense que tout le monde va se jeter sur celui-là. Donc soyez avertis que c'est un peu bizarre mais ça n'empêche pas que c'est grandiose. Mais voilà, je pense pas que je vais lui donner
donner une note très très haute parce que je suis pas trop dans le délire. Et voilà les amis, c'est tout pour cette traduction. Franchement je suis trop contente. Il y a tellement de trucs de ouf qui sortent, vous allez vous régaler. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez hâte de certains de ces livres et si jamais vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Bye bye.